Moi, ce que j'observe sur la plupart des marques, c'est que les flows pré-achat vont représenter généralement entre 80 et 90% du chiffre d'affaires généré par les flows. Aller augmenter la LTV et améliorer la rétention avec l'email marketing, c'est encore quelque chose qui paraît assez opaque. Pour moi, une marque qui rayonne, qui investit dans son image, ne peut pas se permettre de ne pas avoir une série post-achat bien ficelée, quoi. Aujourd'hui, on va parler emailing avec Hugo Nicole. Et Hugo, c'est pas n'importe qui. Depuis 4 ans, Hugo est expert en Klaviyo et en emailing pour les e-commerce. C'est un expert avec une certaine notoriété sur le sujet et si vous êtes sur LinkedIn, vous êtes certainement passé devant l'un de ses posts. Et si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien vers son profil LinkedIn et sa newsletter en description de la vidéo. Hugo a lancé son activité en 2020 et depuis, il a accompagné de très belles marques. On parle notamment de Respire, Merci Andy, Dermalogica, Durance, WeDressFair, bref, que des très belles marques. Et donc j'ai eu la chance d'échanger avec Hugo sur le sujet de l'emailing et plus précisément dans un contexte de post-achat. Pendant notre échange, on a commencé par revenir sur quelques basiques, donner des définitions, des KPI à suivre. On fait également la différence entre des flows post-achat et des flows pré-achat. Hugo nous explique ensuite les flows qu'il faut mettre en place dans un contexte de post-achat. On parle de réachat, de cross-sell par exemple. Et enfin, on termine par parler de toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir son emailing en post-achat. Bref, c'est un échange vraiment qualitatif qu'on a pu avoir. Vous pourrez le constater par vous-même, Hugo maîtrise son sujet sur le bout des doigts. On entend souvent parler d'emailing, mais rarement dans un contexte précis comme celui du post-achat. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous permettra d'apprendre beaucoup de choses. Donc je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage. Salut Hugo. Salut Thomas. Hugo, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler d'emailing, de rétention client et on a vraiment un expert avec nous dans le domaine aujourd'hui, donc c'est vraiment une super nouvelle. Merci à toi pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là et je pense qu'on va passer un bon moment. Ouais. Je suis sûr qu'on va passer un bon moment. On a préparé une petite liste de sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui et ça va être plein de valeur ajoutée. Donc, j'ai hâte de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Grave, moi aussi. Trop bien. On va commencer par l'habituelle présentation, Hugo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, nous expliquer ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, carrément. Moi, ça fait 3 ans du coup maintenant que j'accompagne les marques de e-commerce qui utilisent Klaviyo à mettre en place des stratégies d'email marketing pour leur marque. Et avant ça, j'avais travaillé moi pendant 8 ans en marketing et business development pour des marques de mode et de beauté. J'ai travaillé pour Lanvin, pour LVMH, pour Coty. Et après, j'étais consultant à l'ambassade de France à New York pour aider les boîtes françaises dans la mode et la beauté à s'exporter sur le marché américain. Donc j'ai un peu cette spécificité aussi où par rapport à mes clients, je suis consultant focus CRM et j'intègre vraiment la dimension marketing et image de marque dans mes conseils. Et je pense que c'est ce qui fait pas mal ma différence par rapport à d'autres et c'est ce qui fait que j'aide beaucoup les marques sur la stratégie plus vraiment que sur la gestion mensuelle de l'emailing, une chose que font très bien les agences. Et moi, je me suis vraiment plus spécialisé sur la partie stratégique, roadmap et implémentation auprès de mes clients. Ok, trop bien. Ouais, donc toi, tu es moins dans l'opérationnel, tu n'as pas nécessairement vocation à accompagner tes clients dans le day-to-day de lancement d'emailing, mais plutôt sur la mise en place d'une stratégie, de prendre l'existant et de l'améliorer. Ouais, exactement. En fait, comme je suis tout seul, moi, en tant que freelance, si je faisais du day-to-day, je pourrais prendre 5-6 clients maximum et ce serait hyper limité pour moi et je pense que je m'ennuierais très vite. Et l'avantage en faisant de la mission courte, c'est que je vois plein de cas différents, je travaille avec plein de marques différentes, c'est hyper enrichissant. À chaque fois, il y a des choses nouvelles que j'apprends, donc je tombe pas du tout dans cette routine dans laquelle je peux m'ennuyer et du coup ça me permet aussi d'avoir un maximum de data et ça me permet d'apporter plein de valeur aux clients par la suite parce que du coup en voyant plein de choses je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas donc c'est super pour les deux, pour moi et pour les clients. Ouais, et puis je pense que moi, j'ai été voir ton site internet, j'ai aussi parcouru ton profil LinkedIn et je pense que ça te permet aussi de faire beaucoup de choses, notamment de travailler avec des super marques. Ouais, carrément. Bah ouais, c'est vrai que par rapport aux belles marques avec lesquelles je peux travailler, l'avantage c'est que c'est des marques qui ont les choses déjà en interne, donc c'est pas des marques qui vont chercher à faire du day-to-day. Par contre, elles vont aller chercher des experts en dehors de leur boîte pour pouvoir prendre du recul sur leur stratégie et voir comment est-ce que elles peuvent être aidées par quelqu'un d'autre à venir challenger ce que font les équipes en interne et à avoir peut-être une vision ouais, plus strat qu'opérationnelle parce qu'on est vite pris dans le day-to-day quand on est chef de projet. Et je pense que ceux qui nous écouteront le savent tout aussi bien que moi, quoi. Même mieux.
Ouais, bien sûr, et comme tu le dis, il y a déjà enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ont soit internalisé le sujet ou qui n'ont pas nécessairement besoin de trouver une nouvelle personne pour s'en occuper au day-to-day, mais qui au contraire ont besoin d'un regard extérieur pour aller améliorer l'existant. Je pense que ce soit sur l'acquisition de nouveaux clients ou sur la rétention, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer sur sur des stratégies qui sont déjà en place. J'imagine que toi d'ailleurs, quand tu prends un nouveau client, tu vois tout de suite plein de points d'optimisation assez rapides à mettre en place. Ouais, exactement. C'est un peu comme quand tu vas chez le docteur, tu sais, tu fais une petite inspection rapide et tu sais exactement ce qu'il y a. Au début, d'ailleurs, j'avais pensé à m'appeler Docteur Clavio avant de trouver mon D'accord. nom The Emailist là. Et je trouve qu'il y a vraiment Ça ça. Il y a ce tirait très côté un bien, peu Docteur Clavio. diagnostic. Ouais, ce serait pas mal, hein. Il y a vraiment ce côté diagnostic quand tu vois très rapidement ce qui va pas, ce qu'il faut mettre en place. Et c'est vrai que bah, c'est l'avantage à force d'en voir tous les jours. En fait, tu sais très rapidement ce qu'il faut faire. Ouais, et puis bah, je pense que toi, tu les vois très vite, ces points-là, parce que bah, c'est ton métier, c'est ton focus, c'est ton expertise et ta seule expertise, entre guillemets, dans le sens où c'est la seule que tu proposes à tes clients. Et puis Hmm. aussi parce que tu fais ça depuis un petit moment maintenant. Tu Bah as ouais, ouais, ça commencé fait en 2020, c'est 3 ans. ça? Ouais, en 2020, j'ai accompagné 60 marques, plus de 60 marques. J'ai vu un peu plus de 200 comptes Klaviyo, donc ouais, franchement, j'en ai vu un paquet, ça commence à... 60 marques, 200 comptes Klaviyo. Donc, on a vraiment un expert dans le domaine avec nous aujourd'hui. Tu t'es pas lancé sur Klaviyo là il y a 6 mois et tu aurais certainement Non, déjà beaucoup de choses à nous raconter si c'était le cas. Mais là, tu vas avoir pas mal d'histoires et de storytelling à nous faire. carrément, ouais. Trop bien. Et donc, bah, aujourd'hui, on a choisi un sujet bien particulier par rapport à Klaviyo. Quand j'ai commencé à échanger avec toi, je me disais, bah, peut-être qu'on va parler de Klaviyo d'une manière générale. Et puis, tu m'as plutôt conseillé de partir sur un sujet un peu plus précis. Et j'ai trouvé l'idée très bonne. Et le sujet du jour, ça va être bah, comment augmenter sa LTV client et améliorer sa rétention avec l'email marketing. Donc, ça va être un sujet bien spécifique. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est un sujet qui revient hyper régulièrement. Une question qui revient souvent de la part de mes clients. L'acquisition, j'ai l'impression que les personnes savent de plus en plus faire. C'est quelque chose que les marques ont en place et qui roule. Par contre, aller augmenter la LTV et améliorer la rétention avec l'email marketing, c'est encore quelque chose qui paraît assez opaque. Les marques ne savent pas vraiment comment naviguer. Et en plus de ça, il y a peu de data dessus parce qu'en fait, à moins d'acheter un produit, auprès d'une marque pour pouvoir recevoir les emails post-achat. En fait, c'est pas forcément évident. Et puis ensuite, il faut aller les mapper, il faut pouvoir comprendre comment ça s'orchestre. Et ça, en fait, c'est souvent une machine assez opaque pour beaucoup de marques. Donc je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde et sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est vraiment un sujet d'actualité. Moi, tu vois, je me suis lancé à peu près au même moment que toi dans le pilotage des ads pour des marques e-commerce. Il y Mm. a 1 an, 2 ans, on parlait peu de LTV, on parlait beaucoup d'acquisition de nouveaux clients. Mais le contexte actuel, l'augmentation des coûts publicitaires, l'inflation et donc la réduction des marges fait qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'aller travailler sur le long terme avec ses clients, de pouvoir les Ouais. fidéliser le plus possible. Et c'est vrai que bah, Klaviyo, c'est un super outil pour ça. Ouais, carrément. Bah, c'est ce qu'on dit de l'email marketing, c'est que ça a le ROAS le plus élevé parce qu'en fait, le coût d'utilisation de l'outil est très faible et en fait, ta liste email, elle t'appartient. Donc en fait, tu es totalement propriétaire. Tu peux envoyer à ta liste autant d'emails que tu veux et ça a des coûts publicitaires vraiment hyper faibles par rapport à ce que tu peux dépenser par exemple en ads. Ouais, exactement. Et nous pareil, c'est des conseils qu'on peut donner régulièrement à des clients ou à des marques qui nous contactent, c'est de mettre le moins de budget ads possible sur les clients. Parce qu'à côté de ça, il y a un outil qui est gratuit en diffusion qui s'appelle Hmm. Klaviyo et qui peut faire des miracles. Et donc, ça va être bah, le but aujourd'hui d'expliquer comment l'utiliser dans ce contexte-là. Et puis, bah, chaque euro pas dépensé en ads pour convertir un client qui nous fait déjà confiance, bah, finalement, c'est des points de marge en plus. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, les marques, elles en ont besoin, quoi. Et avant de commencer, je pense que c'est important qu'on remette quand même un peu quelques termes qu'on va utiliser régulièrement pendant notre échange, de pouvoir bien les définir et de s'assurer que ce soit clair pour tout le monde. Donc déjà, est-ce que tu peux m'expliquer sur Klaviyo quelle est la différence entre un flow et une campagne? Ouais, carrément. Alors en fait,
C'est assez simple. Les flows, c'est tout ce qui va concerner les emails automatisés. Donc, c'est des emails qui vont se déclencher à partir du moment où un contact effectue une action sur le site de la marque. Donc, ça peut être abandonner un panier, voir une page produit, euh, passer une commande. Donc, à partir de là, tu as des emails qui vont se déclencher avec des timings spécifiques. Et ensuite, les campagnes, c'est tout ce qui va concerner les newsletters. En fait, c'est des emails qui sont envoyés par la marque à un moment T, que tout le monde va recevoir, en tout cas toutes les personnes à qui tu souhaites l'envoyer, sans forcément qu'elles aient effectué une action spécifique sur ton site. Donc, c'est par exemple pendant un lancement produit, une actualité sur la marque. Donc, c'est par exemple la newsletter que tu reçois toutes les semaines de la part de tes marques préférées. Ok, très bien. Donc, je termine une commande, je reçois un email, ça c'est un flow. Euh, Ouais, le mois d'après, je reçois un autre email, nouvelle collection. Ça, c'est une newsletter, c'est une campagne. exactement, t'as tout Ok, compris. très Ouais. bien. Donc ça, c'est Quel bon élève. clair. Donc, maintenant, pendant l'échange, je fais en sorte de bien m'assurer, de bien suivre ce que tu vas dire et de ne pas confondre les deux. Et est-ce que on peut aussi bien définir quelle est la différence entre un flow pré-achat et post-achat? Flow pré-achat, c'est tout ce qui va concerner les flows d'acquisition. Donc, c'est-à-dire, par exemple, flow de bienvenue qui se déclenche quand quelqu'un s'inscrit à la newsletter, flow de panier abandonné qui va se déclencher quand quelqu'un abandonne un panier, flow de navigation abandonné qui va se déclencher quand quelqu'un regarde une page produit. Ça, c'est tout ce qui concerne l'acquisition, donc avant que quelqu'un effectue un achat. Et flow post-achat, ceux sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui, c'est tous les flows qui se déclenchent, du coup, après que quelqu'un effectue un achat. Donc, par exemple, le plus connu, c'est le flow post-achat, qui va se déclencher par exemple quand quelqu'un a passé une commande, on va lui envoyer des conseils sur le produit, on va lui présenter notre programme de fidélité. Ça, on va rentrer un peu plus dans le détail ensuite, mais tu peux aussi avoir des flows de cross-sell qui vont se déclencher pour lui présenter des produits complémentaires à ce qu'il vient d'acheter, etc., etc. On va en parler un peu plus en détail, mais voilà la différence entre ces flows. Moi, généralement, je distingue flow pré-achat, flow post-achat, et ensuite, il y a une catégorie, on va dire, autre, dans laquelle on va trouver les flows d'anniversaire notamment, mais tous les flows en fait qui sont pas forcément en rapport avec un achat ou non, mais qui sont plus en rapport par exemple avec des datas que tu peux avoir sur tes clients dans ta base. Alors, je ne sais pas s'il existe une réponse universelle à cette question, mais toi, tu estimes qu'il faut à peu près quelle proportion de flow post-achat versus pré-achat? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que on est sur un 80-20? Ah, alors c'est une question, je vais te faire une réponse de Normand. Un peu les deux en fait. Enfin, disons qu'en termes de pourcentage de chiffre d'affaires, moi ce que j'observe sur la plupart des marques, c'est que les flows pré-achat vont représenter généralement entre 80 et 90% du chiffre d'affaires généré par les flows. Donc c'est énorme en fait, parce que forcément quand quelqu'un s'inscrit à ta série de bienvenue et que tu lui pousses 10%, il va acheter. Quand quelqu'un abandonne un panier, les chances qu'il convertisse sont énormes aussi. Donc là on est vraiment focus sur de l'acquisition et de la conversion, alors que le flow post-achat, ça va représenter plutôt entre 10 et 20%. Et on est beaucoup plus aussi sur de l'expérience client aussi en post-achat. Donc, cette notion d'augmenter la LTV et d'améliorer la rétention, elle se fait bien sûr sur des incitations à aller acheter, mais aussi sur l'expérience client que tu vas offrir et la relation que tu vas créer avec ta marque. Du coup, en termes de chiffre d'affaires, ça vient beaucoup plus du pré-achat que du post-achat. Par contre, en termes de volume d'email et de temps passé à mettre en place les flows, si tu veux avoir quelque chose de très complet, le post-achat va représenter plus que le pré-achat. Je pense que c'est facilement du 60-65% de tes emails vont être du post-achat, alors que 35-40% ça va être du pré-achat. Euh, donc voilà un peu ma Super réponse. intéressant et je pense que dans les deux cas, effectivement, c'est impressionnant de savoir que un flow pré-achat, pardon, peut représenter jusqu'à 90% de CA. Ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est que les flows, l'emailing, etc., c'est un vrai catalyseur de ce qui va se passer en ads et de tous les efforts marketing qu'on va pouvoir mettre en amont. Ça va venir un peu terminer le travail qu'on a pu faire. Donc, c'est vraiment super important de pouvoir bien paramétrer tout ça. Complètement, bah ouais, c'est vraiment une machine qui fonctionne avec les autres canaux d'acquisition. L'emailing, forcément, ça peut pas fonctionner tout seul. Il faut bien que les personnes arrivent d'une certaine manière dans la liste. Le trafic, il faut qu'ils viennent sur le site web. Donc, moi, je trouve que les clients qui investissent dans l'emailing, ils investissent aussi sur les autres canaux d'acquisition. Et généralement, quand il n'y a pas de résultats sur l'emailing, il n'y a pas de secret. Il n'y a généralement pas d'investissement ailleurs.
faut de l'eau pour que le moulin fonctionne, quoi. Et de la même manière, si on investit en ads, mais qu'on n'a pas investi suffisamment de temps, d'énergie à peaufiner sa stratégie d'emailing, c'est certainement qu'on perd des points de conversion qui seraient faciles à obtenir. Enfin, facile, Ouais, toute proportion exactement. gardée bien sûr, mais il y a certainement beaucoup de bon sens et de quick win à aller chercher ici. Et on parlait tout à l'heure justement de répartition entre post-achat et pré-achat. Est-ce que toi, tu as d'autres KPI comme ça que tu peux nous partager et que tu nous recommandes de suivre? Ouais, complètement. Bah, les KPI les plus importants en email marketing, ça va déjà être de voir le pourcentage du chiffre d'affaires de ta boutique en ligne qui est attribué à l'email marketing. Donc généralement, ça par rapport aux règles d'attribution qui sont définies sur Klaviyo, on va vouloir que la marque se positionne entre 20 et 40% du chiffre d'affaires généré par l'emailing, enfin attribué à l'emailing. Donc ça, c'est hyper important. Après, ça ne veut pas dire que la marque génère exactement, enfin que sans emailing, la marque tomberait avec 20% de chiffre d'affaires en moins, mais disons que c'est des règles d'attribution et ça montre qu'on est euh, dans une bonne fenêtre. Ensuite, au niveau des autres KPI intéressants à regarder, il y a le taux d'ouverture. Ça, c'est hyper important, de s'assurer qu'on a toujours un taux d'ouverture supérieur à 40% pour avoir une délivrabilité saine et s'assurer qu'on ne tombe pas dans les spams. Généralement, si on a des taux d'ouverture inférieurs à ça, alors inférieurs à 30% surtout, là, c'est souvent qu'il y a un problème de délivrabilité au niveau de la marque. Et ensuite, bien sûr, on regarde les taux de clic aussi. Il faut qu'ils soient supérieurs à 1%. Et bien évidemment, les taux de mise en spam. Parce que si on a des taux de mise en spam qui sont élevés, c'est-à-dire plus de 0,3%, dans ce cas-là, c'est que c'est assez risqué pour la marque et qu'on n'envoie pas forcément des communications de très bonne qualité. Et ça, c'est le taux de mise en spam, c'est le meilleur indicateur pour savoir qu'on envoie des mauvais emails, quoi. Donc, c'est la punition, c'est le carton Ouais, voilà, rouge. c'est la punition, c'est le moment, c'est le signal où il faut écrire à Hugo, viens m'aider, j'ai besoin de toi Exactement, pour, j'en ai ça. pour résoudre des problèmes. Très bien. Et le 40% de taux d'ouverture, c'est commun à des flots post et pré-achat ou c'est vraiment un KPI propre au post-achat? Alors ça, 40%, ça va être plutôt un KPI au niveau des campagnes. On va dire que ça va être le minimum syndical qu'on veut aller cibler sur l'ensemble des emails. Après, quand on va sur les flows, on est souvent sur des taux d'ouverture supérieurs à 50% sur la plupart des flows. Et sur des flows pré-achat, on est parfois sur du 60%. Sur du post-achat, quand il y a quelqu'un qui vient d'acheter, on est parfois sur du entre 70 et 80% parce que quand tu viens de passer une commande, bah forcément tes emails, tu les ouvres pour le suivi de ta commande, etc. etc. Donc ça peut beaucoup varier le taux d'ouverture, mais on va dire que ce 40%, c'est vraiment le seuil en dessous duquel moi j'essaie de ne pas descendre. Ok. Donc, on peut avoir des taux d'ouverture meilleurs en pré-achat qu'en post-achat si on exclut bien sûr les emails qui sont envoyés juste après une commande? Ou c'est même Ouais, d'ailleurs bah oui, une oui, généralité? ça. Non, non, bah en fait, c'est un peu complexe parce que dans le post-achat, tu as tellement d'étapes. Tu vois, ça va de la confirmation de commande à l'email que tu renvoies un an et demi plus tard parce que la personne n'a pas repassé de commande. Donc, disons que tu vas en avoir un sur lequel tu vas avoir des taux d'ouverture explosifs et l'autre, une relance de quelqu'un d'inactif. Bah là, tu peux te retrouver plus sur parfois même sur des 35% ici parce que tu t'adresses vraiment à des gens désengagés. Disons qu'il faut les contextualiser aussi, les taux d'ouverture un petit peu parce que c'est difficile de faire de la généralité sur l'ensemble des flows, même sur du post-achat ou du pré-achat. Bien sûr, puis j'imagine que si tu mets un sujet assez clickbait sur ton email, tu vas avoir un super taux d'ouverture, mais si tu n'as rien à dire de particulier à l'intérieur de ton email ou qu'il n'est pas bien construit et ancré dans une stratégie bien précise, tu vas avoir un super taux d'ouverture, mais pas un beau taux de conversion. Et évidemment, ça, c'est pas ce qu'on Ouais, recherche derrière. exactement. Top. Et justement, sur les flows post-achat, pré-achat, est-ce que il y en a un des deux que tu recommandes de faire en premier? Est-ce qu'il y a des paliers de chiffre d'affaires qu'il faut respecter avant de se lancer dans l'un ou dans l'autre? Ouais, alors généralement, moi, ce que je recommande à les clients, c'est s'ils font moins de 50 000 euros de CA par mois, je leur dis de pas forcément trop se préoccuper des flows post-achat pour le moment, parce que comme ça représente une partie quand même assez faible du chiffre d'affaires, je trouve que dans ces phases de développement d'une marque, c'est beaucoup plus intéressant vraiment de bétonner les flows pré-achat, acquisition, d'aller générer un maximum de revenus avec ça. Et une fois que ça c'est bien optimisé,
d'aller se pencher sur le post-achat et là de mettre en place progressivement post-achat, ensuite du cross-sell, ensuite du win-back, du réachat, mais d'aller vraiment développer cette partie quand tu es plus dans une phase un peu mature. Donc vraiment priorité au pré-achat. Et moi, c'est quand je fais des missions avec des marques qui font moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires, généralement, c'est ça qu'on met en place et elles viennent me revoir, je sais pas, 8 mois, 12 mois plus tard pour mettre en place la suite, mais pas avant. Je pousse pas à mettre en place tout dès le début. Ouais, tu concentres vraiment l'énergie là où il y en a besoin. Et donc, Ouais. le palier, c'est plutôt effectivement 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. À partir de là, on peut commencer à s'intéresser à une vraie stratégie post-achat. Mm. Ouais, Et exactement. je t'entendais dire tout de suite des termes qui m'ont bien interpellé, cross-sell, win-back, etc. C'est quoi tous ces termes? Ah, bah, tu fais bien de poser la question parce que justement, on va rentrer dans le détail de toutes ces séries. En fait, c'est des noms communs pour les séries post-achat. Les séries dont on va parler spécifiquement aujourd'hui, ça va être la série post-achat. Donc ça, c'est les emails qui se déclenchent suite à l'achat d'un produit. Donc ça, généralement, c'est les emails qui vont s'étaler sur une trentaine de jours suite à l'achat du produit. Ensuite, les emails de cross-sell, c'est tout ce qui va concerner les produits que tu vas aller recommander suite à l'achat du produit. Donc, par exemple, je sais pas, si quelqu'un a acheté une crème hydratante pour le visage, tu vas pouvoir aller lui recommander un masque purifiant ou une crème pour les gens. Enfin, je sais pas, je dis ça un peu au hasard, mais c'est vraiment histoire d'aller augmenter le panier moyen de la personne dans le futur et la faire réacheter. Ensuite, le win-back, c'est tout ce qui va être la réactivation des contacts qui n'ont pas acheté depuis longtemps. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas acheté depuis 12 mois auprès d'une marque, qui a généralement un temps moyen entre deux commandes de 8 mois, bah, tu vas aller relancer ton contact au bout de 12 mois en lui disant de revenir sur ta boutique parce que tu as des nouveautés ou en lui poussant une promo. Ça, il y a pas mal de stratégies, on va en parler juste après. Euh, et après, tu as tout ce qui est réachat. Donc ça, c'est des emails que tu vas envoyer pour que les personnes réachètent tes produits. Généralement, surtout pour les marques qui ont des consommables, tu as des temps moyens entre les commandes et du coup, l'idée, c'est d'aller un peu anticiper le réachat et d'aller rappeler à la personne qu'il faut racheter son produit avant qu'il se termine. Donc ça, c'est, on va dire, les quatre flows dont on va parler aujourd'hui euh, pour, euh, pour pouvoir un peu couvrir cette période de post-achat et parler surtout de là où on peut aller travailler la rétention et la LTV client. Ok, donc 4 flows, on va dire standard pour des campagnes post-achat. On va avoir le flow post-achat, le flow cross-sell, le flow réachat et le flow win-back. Exactement, ouais, c'est ça. Très bien. Bah, ce qu'on peut faire peut-être, c'est rentrer dans chacun de ces flows et expliquer un peu quelles sont les bonnes pratiques de chacun d'entre eux. Ouais, carrément. On commence par, on va peut-être les prendre dans un ordre chronologique et commencer par le flow post-achat. Ouais, et ben alors du coup, flow post-achat, c'est un flow qui est hyper intéressant parce que c'est un flow sur lequel tu vas venir vraiment travailler ton expérience client. Donc c'est un flow généralement qui va se déclencher 1 à 2 jours après l'achat d'un produit sur ton site. C'est un flow qui va venir compléter tes emails transactionnels. Les emails transactionnels, c'est tous les emails qui vont être envoyés depuis Shopify, WooCommerce, PrestaShop et qui vont vraiment avoir des informations très, on va dire, rationnelles et transactionnelles sur ta commande. Le numéro de commande, le contenu, le délai de livraison, etc., etc. Alors que nous, sur les emails post-achat qui vont être envoyés depuis Klaviyo, on va se concentrer plus sur du contenu marketing, de l'expérience de marque. Donc, typiquement, ce qu'on peut faire, par exemple, pour une marque, imaginons une marque de cosmétiques qui vend des soins pour la peau. Quelqu'un passe une commande. Premier jour, il va recevoir sa confirmation de commande qui va être envoyée par exemple depuis Shopify. Et le deuxième jour, il va recevoir un email de remerciement de la marque qui va lui dire merci pour votre commande, vous faites partie du club de tatati tatata. C'est un truc qu'on voit pas mal, notamment chez les DNVB, ça. Tu peux potentiellement pousser un programme de fidélité ou du parrainage dans cet email pour dire si vous avez apprécié votre expérience, n'hésitez pas à aller le dire à vos amis. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une relation de proximité avec la marque. Et puis aussi, en fait, la personne, quand elle vient d'acheter, elle est on va dire, dans une phase d'excitation très forte par rapport à son achat. T'attends ta commande, t'es super content de ton choix. Du coup, t'as un peu besoin qu'on t'envoie des fleurs et puis qu'on te fasse baigner un peu dans cet univers, quoi. Surtout quand t'as une marque avec un ADN et une image de marque très forte que t'as travaillé.
il y a des trucs super sympas à faire. C'est pas forcément là que tu vas générer du chiffre d'affaires, mais c'est vraiment là que tu vas générer du love, puis de l'attachement. Moi, je sais que je suis hyper sensible à ça chez les marques. Je suis vraiment genre, je pense que je suis le meilleur cobaye pour mes clients. Et du coup, je cherche vraiment à faire ça. C'est un peu comme c'est le début d'un spectacle, quand tu as envie de créer un peu l'émulation. Donc, il y a ce côté sympa au début de la série post-achat. Et puis ensuite, dans les 30 jours qui vont suivre, tu vas pouvoir envoyer d'autres emails qui vont accompagner un peu la personne dans le début de sa relation avec ton produit. Donc, typiquement, tu peux envoyer au bout du jour 6 ou 7 un petit email avec des recommandations d'utilisation de tes produits. Par exemple, il y a Sephora qui fait ça. Je me souviens un jour, j'avais une pote qui m'avait transféré cet email. Elle venait s'acheter une crème, je crois, Origins chez Sephora. Et elle avait reçu un email avec voilà comment utiliser votre crème, nettoyez-vous le visage, ensuite appliquez-la. Voilà les produits complémentaires qui pourraient bien aller avec et tout. Elle m'avait dit, mais c'est génial en fait. Moi, je viens d'acheter mon produit, je reçois un petit tutoriel. C'est hyper contextualisé, c'est pertinent. Elles se sont accompagnées par la marque. Et en fait, c'est ce qui est assez génial aussi dans le post-achat, c'est que en tant que consommateur, tu sens que la marque, elle te lâche pas à partir du moment où tu as fait une commande, quoi. Elle reste là, elle t'apporte de la valeur et c'est justement le moment aussi où tu peux montrer à quelqu'un, t'es pas juste là pour la pâter, tu es là aussi pour lui fournir une belle expérience. Toi, en tant que consommateur, tu as dépensé de l'argent, tu as un retour intéressant, je trouve aussi, niveau marketing, au niveau du contenu poussé par la marque. Donc c'est un moment vraiment intéressant pour aller créer ce lien. Et typiquement, dans ce flow aussi, tu vas trouver la mise en avant d'un programme de fidélité quand les marques en ont, la mise en avant du programme de parrainage, ça qui peuvent être vraiment des emails distincts que tu vas déclencher à différents moments. Tu vois, je te disais tout à l'heure qu'on pouvait pousser le parrainage dans le premier email qui va se déclencher de remerciements. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le pousse dans ce premier email et ensuite on redéclenche un email 15 jours plus tard pour aller vraiment faire un email dédié pour le programme de parrainage, ensuite un email dédié pour le programme de fidélité. Et aussi, tu as certaines marques qui vont aller récupérer du feedback dans ces flows-là auprès de leurs clients. Donc, ce qu'on appelle par exemple l'email NPS, Net Promoter Score, qui te permet d'évaluer de 0 à 10 comment un client te note. Et selon cette note que tu reçois de la part de ton client, tu peux soit le rediriger vers un formulaire de contact pour avoir des feedbacks personnalisés pour ta marque, ou tu peux demander à des personnes de ton service client d'aller prendre contact avec cette personne, par exemple, si elle est insatisfaite. C'est vraiment c'est un flow qui va pas forcément te générer de la valeur monétaire dans l'immédiat. Par contre, pour le futur, c'est hyper important. Et puis, ça te génère une valeur énorme au niveau de l'image de marque. Et ça, pour beaucoup de marques, c'est aussi important que le chiffre d'affaires. On s'entend bien sur le fait que le plus important, c'est de faire du CA, mais je veux dire, il y a un investissement réel qui est fait à ce niveau-là et qui apporte de la valeur, énormément de valeur à la marque aussi. Trop bien, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Donc effectivement, c'est pas les flows sur lesquels on va avoir le plus gros chiffre d'affaires à la fin du mois, mais effectivement des flows qui sont là pour connecter la marque, entre guillemets, pas être juste voilà, tu as commandé mon produit, bah merci beaucoup et ciao maintenant, mais plutôt voilà, c'est le début d'une histoire et d'une aventure, comme tu le disais au début de cette explication. Ouais, exactement. Trop bien. Top. Et on parlait tout de suite de programmes de fidélité, de parrainage. Comment on met en avant un programme de fidélité ou de parrainage dans ce type de séquence? Est-ce qu'il existe des outils qu'on peut plugger, etc., pour faciliter justement la fidélité ou le parrainage? Ouais, carrément. Ben, alors, c'est des super outils à mettre en place justement pour les marques qui veulent travailler la LTV et leur rétention. Il y a des outils pour la fidélité et le parrainage, par exemple, comme Loyally, Yotpo, Loyalty Lions, Referral Candy, qui sont des apps qui s'intègrent très bien avec Klaviyo, qui permettent d'aller collecter, on va dire, la data de ces programmes de fidélité entre le programme et Klaviyo pour pouvoir vraiment créer ensuite des segments et déclencher des emails personnalisés en fonction de l'interaction de la personne avec ton programme de fidélité, du nombre de points qu'elle peut avoir, du nombre de personnes qu'elle peut avoir référencées, etc., etc. Et dans les emails, en fait, l'idée, ça va être de venir présenter ces programmes-là et d'essayer d'éduquer au maximum ta cible sur comment ces programmes fonctionnent, donc en expliquant, par exemple, qu'est-ce que tu peux avoir comme bénéfice avec tel nombre de points, les différents paliers que tu peux avoir dans un programme de fidélité, au niveau du parrainage, ce que ça va rapporter à la personne que tu parraines, est-ce que ça va te rapporter à toi. L'idée, c'est vraiment d'aller
amener tes clients à effectuer des actions qui vont renforcer leur engagement avec ta marque et qui vont les transformer en véritables ambassadeurs. Et toi, justement, Hugo, tu as des exemples de cas clients sur lesquels tu aurais travaillé et sur lesquels tu es particulièrement fier de la séquence post-achat que tu as pu créer pour eux? Ouais, carrément. En fait, il y a une marque avec laquelle j'ai travaillé il y a un an qui s'appelle Yonka, qui est une super marque Ok, de cosmétiques qui est vendue en France et aux États-Unis, je connais bien. pour laquelle on a... oui, tu la connais bien. Je travaille avec eux aussi. Pour laquelle on a mis en place une super séquence post-achat hyper complète avec justement ce message de remerciement, la mise en avant du programme de parrainage, la mise en avant du programme de fidélité, la demande de review. C'était hyper complet. Ils ont vraiment voulu aller très loin dans l'automatisation de cette séquence post-achat, qui est malheureusement un point sur lequel peu de marques encore investissent. C'est difficile de trouver des bonnes séries post-achat. Et franchement, j'en suis plutôt fier de ce qu'on a fait avec eux. On a eu des beaux résultats dessus, donc c'était canon. Très bien. Donc, allez passer une commande sur le site de Yonka. Cliquez sur une ads avant Voilà, pour c'est ça. voir la série post-achat dans votre boîte email. Non, mais stop. Du coup, ouais, Exactement. il y a, aujourd'hui, pour toi, c'est une vraie marge de manœuvre chez la plupart des marques d'aller travailler cette séquence post-achat et d'aller créer du lien avec leurs clients dans ce moment si fort que ce premier contact et cette découverte de la marque. Ouais, complètement. Je pense que c'est un investissement marketing qui est essentiel. C'est de l'image de marque, c'est de l'expérience de marque. C'est souvent une dépense, on va dire, de riches, entre guillemets, de marques qui réussissent. Mais pour moi, une marque qui rayonne, qui investit dans son image, dans son design et puis dans son expérience en général, peut pas se permettre de pas avoir une série post-achat bien ficelée, quoi. Et c'est dommage parce que justement, c'est souvent les plus grosses marques qui n'en ont pas. Ouais, et puis moi, je suis le premier à parler de publicité, à dire qu'il faut faire de la publicité. Mais la meilleure des publicités, c'est un client qui parle d'une marque autour de lui et qui en parle évidemment positivement. Donc, si une Hmm. bonne stratégie d'emailing permet d'aller accélérer ça, autant en profiter parce que c'est vraiment là où on peut faire des miracles. Ouais, carrément. Très bien. Et donc, une fois que toi, tu as mis que tu es content de la séquence post-achat que tu as fait pour ton client, tu t'attardes à quelle séquence ensuite? Eh bien, c'est une très bonne question. Ensuite, on s'attarde à la séance cross-sell. Ok. Cross-sell, celle-là, elle est hyper intéressante parce que elle va potentiellement avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Ouais. C'est une séquence que tu vas déclencher pour aller recommander des produits euh, complémentaires ou des produits plus importants à un client qui vient d'acheter chez toi. Donc généralement, cette série, elle peut être assez complexe et on va assez souvent utiliser la segmentation dans cette série parce que tu vas pas forcément aller recommander les mêmes produits aux personnes selon ce qu'elles ont acheté. Donc je reprends par exemple l'exemple d'une marque de cosmétiques qui va avoir par exemple, on va dire, soin visage, soin pour le corps, euh, soin pour les cheveux. Je prends un exemple tout bête. Quelqu'un qui a acheté un soin pour le visage sans acheter de soin pour cheveux, et tu vas pouvoir lui envoyer par exemple un premier email cross-sell pour lui présenter ta gamme de soins pour cheveux que la personne n'a jamais acheté, pour lui faire découvrir. Et en deuxième email cross-sell, tu peux par exemple aller lui présenter des produits complémentaires à ce qu'elle a acheté dans ta gamme de soins pour le visage. Donc ça veut dire que tu peux aller travailler le cross-sell selon différents angles, selon ce qu'une personne a acheté, aller présenter différentes catégories ou aller présenter différents produits au sein d'une catégorie qui vient d'être achetée. Et ça, ce qui est assez sympa avec cette série, c'est que pour le coup, d'une marque à l'autre, ça varie complètement, selon les objectifs de marque, selon la gamme de produits. Et souvent, on s'éclate bien avec mes clients niveau stratégie sur ce flow-là, parce qu'il y a plein de choses à faire niveau segmentation. Et c'est là que Klaviyo est un outil assez ouf. C'est que toutes les datas qui vont synchroniser entre ta boutique en ligne et Klaviyo, ça va vraiment te permettre d'aller segmenter de manière ultra spécifique les différents emails de cross-sell que tu peux aller déclencher. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur ce que tu viens de dire je sais pas si on va réussir à l'illustrer avec un exemple concret parce qu'on parle de data, etc. Et c'est jamais trop évident de parler de ces sujets-là juste de vive voix sans exemple visuel. Mais
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment Klaviyo arrive à savoir qu'est-ce qu'il doit pousser auprès de qui? Ouais, alors ça, c'est pas Klaviyo qui le fait, du coup, c'est mon travail, ça, d'aller créer en fait des règles logiques dans les flows pour pouvoir dire à Klaviyo, bah, tiens, si quelqu'un a acheté tel produit, je veux que tu lui pousses tel produit. Par exemple, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je demande à mes clients de créer des collections spécifiques sur Shopify. Donc, sur leur boutique en ligne, en fait, ils peuvent créer des collections de produits. Par exemple, je reprends l'exemple d'une marque de cosmétiques, mais mettons, les il va y avoir une collection produits pour les peaux grasses. Ensuite, tu vas pouvoir aller dire dans Klaviyo, si la personne a acheté un produit dans la collection peau grasse, alors je veux lui envoyer un email qui va mettre en avant tous les best-sellers qui s'adressent à cette typologie de peau. Et là, c'est hyper intéressant parce que tu peux vraiment aller ultra personnaliser tes trucs et tes emails sont super pertinents par rapport à ce que quelqu'un a acheté. Donc, encore là, la complexité de la segmentation et la variété d'emails que tu vas pouvoir mettre en place, ça va bien sûr dépendre de ton chiffre d'affaires et puis du trafic que tu as sur ces flux-là, parce que c'est sûr, si tu fais 100 ventes par mois, ça vaut pas le coup d'aller faire plein d'emails cross-sell parce que tu vas avoir un trafic, je sais pas, de 15-20 personnes sur chaque email. Il va falloir attendre 2 ans avant d'avoir de la data et de te rendre compte s'ils sont vraiment rentables. Dans ce cas-là, moi, je recommande plutôt d'avoir on va dire des cross-sell un peu plus génériques. Mais quand tu es une grosse marque, que tu fais, je sais pas, 500 000, 1 million par mois, là, c'est hyper intéressant en termes de data et puis en termes de personnalisation, ce que même toi, en tant que marque, ça va t'apporter comme ROI. Euh, Ça, c'est tout bénef pour toi et pour le client, quoi. Ouais, et ça, on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, que des stratégies aussi développées que celles que tu nous décris là, c'est bien à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires mensuel, environ 50 000 euros. Sinon, on perd son énergie, on va avoir quelque chose de très beau sur le papier, mais d'impossible à analyser derrière parce qu'il n'y aura pas suffisamment de data ou entre guillemets, l'arborescence sera trop compliqué par rapport à ce qui va couler dedans. Exactement, ouais. Ça, tu vois, c'est un truc que j'avais fait au début avec un client, au tout début où j'ai travaillé. Je lui avais fait un cross-sell hyper complexe alors qu'il faisait 8 000 euros par mois, tu vois. Et là, il m'a recontacté il y a 8 mois pour qu'on fasse une mission ensemble et j'ai vu le trafic sur ses flows, il était très faible. Donc en fait, là, j'ai repris son flow, j'ai bien élagué tout ça et puis on a quelque chose de beaucoup plus court sur lequel on arrive à mieux analyser de la data. Donc en fait, faut aussi optimiser parfois son parcours client et puis la complexité de ses flows en fonction de l'ampleur de son CA et puis du trafic aussi que tu as sur tes emails. Ouais, ça c'est un conseil assez générique en marketing, on va dire, c'est que chaque chose en son temps. Et au départ, la simplicité, c'est loin d'être une erreur, mais on commence par quelque chose de simple et puis après, petit à petit, on le complexifie, on l'améliore, on met de plus en plus de stratégies à l'intérieur. C'est le cas en Ouais, ads, mais du coup, de ce que tu me dis, c'est aussi le cas sur Klaviyo. ouais, j'aime beaucoup ça. La simplicité, c'est loin d'être une erreur. C'est vrai que ça, c'est un message qui est pas souvent facile à faire passer, je trouve, auprès des clients. Il y a pas mal d'éducation à faire de ce côté-là. Et quand c'est bien intégré, je trouve que justement, on arrive à être très efficace dans la mise en place euh, d'actions marketing. Est-ce que sur les séquences cross-sell, tu vois des choses à ajouter ou est-ce que tu penses qu'une fois qu'on a dit ça, on peut passer à la séquence suivante? Ah, mais il y aurait plein de choses à dire. On pourrait faire un épisode sur les séquences cross-sell, mais je pense que non, je pense que là, on a dit l'essentiel. Euh, et puis, en fait, je pense que là, avec ce qu'on a dit, surtout, c'est l'important, je pense que c'est de comprendre la logique. Peut-être la seule chose dont on n'a pas parlé, c'est les timings. Ça, c'est des emails qui vont se déclencher généralement entre 15 et 45 jours après la commande, parce que c'est là qu'on a le plus gros taux de réachat. Donc, c'est généralement dans ces timings qu'on va chercher Et à justement, déclencher ces flows. pour les timings, est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, alors peut-être que ce que je vais dire est totalement incohérent par rapport à Klaviyo, mais est-ce qu'on peut avoir encore des séquences post-achat qui tournent et, entre guillemets, superposées vers la fin de ces séquences post-achat, des séquences de cross-sell, ou est-ce que c'est bien de scinder tout ça en termes de Moi, timing? généralement, je les scinde, ne serait-ce que Ouais. pour l'analyse, en fait, pouvoir analyser le CA généré par ton post-achat, le CA généré par ton cross-sell. J'aime bien différencier les choses. Après, je vois pas mal de marques qui intègrent le cross-sell directement dans leur flow post-achat. La seule chose à laquelle il faut faire toujours attention, et moi c'est pour ça que je fais toujours un mapping de mes emails, c'est de s'assurer que tu n'as pas des emails qui vont être déclenchés au même moment.
que t'as pas un email de demande de parrainage qui va se déclencher au même moment qu'un email cross-sell. L'idée, c'est quand même de correctement répartir tout ça pour que tes contacts soient pas inondés et te détestent pas au bout d'un mois après avoir acheté ton produit, quoi. Ouais, bien sûr. Tiens, ça, c'est une bonne remarque que tu dis là. En moyenne, après un achat dans les 30, 45 jours qui suivent, tu recommandes d'envoyer combien d'emails à un client? Maximum. J'ai jamais Ouais. fait le compte, mais bah il y a des marques qui se gênent pas pour en envoyer un par jour, hein. Ouais. Mais je Ok. pense que, je sais pas, j'aurais tendance à dire peut-être entre 8 et 10 emails, c'est pas mal, je Ok. pense. Très bien. Et donc là, c'est un peu enfin, une moyenne pour pas créer de la fatigue. En ads, on appelle ça la fatigue publicitaire quand on a un taux de répétition Hmm. qui est trop pas important, c'est-à-dire qu'on montre trop de fois nos publicités aux mêmes personnes. Et puis y avoir un moment ce sentiment d'en avoir un peu marre et d'être harcelé. Je pense qu'effectivement, on peut avoir un ressenti pareil avec de l'emailing, même si on a quand même Ouais. montré avant qu'on était OK et qu'on était content d'avoir noué une relation avec cette marque. De toute façon, après, tu le vois au niveau des taux d'ouverture, etc. S'il y en a trop, c'est que ça se voit directement dans les chiffres. Ouais, carrément. Et puis ça va dépendre pas mal des marchés aussi, parce que tu vois, par exemple, aux US, il y a aucun problème pour aller envoyer des emails tous les jours aux personnes. Ils s'en fichent. En France, les gens vont être très vite saoulés et un peu irrités, alors que disons que ça dépend en fait de la culture marketing que tu as aussi auprès avec ton audience. Et en fonction des audiences, ça peut pas mal changer. Donc je pense que faut adapter. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'au départ, on a parlé de ton parcours. Toi, tu as vécu aux États-Unis, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises cette expérience-là pour aussi aller mettre en place des stratégies sur ces nouveaux territoires, enfin sur ces territoires en tout cas extérieurs à la France? Ouais, ouais, carrément. J'adore bosser avec des clients américains. Ils ont, on va dire, beaucoup moins froid aux yeux que les Français. Ils y vont souvent à fond dans les stratégies marketing qu'ils mettent en place. Et ils sont souvent très joueurs en plus avec les emails. Donc c'est assez cool. Moi, j'aime bien ce côté de la culture américaine où c'est assez, je sais pas, c'est efficace, c'est direct, c'est souvent assez sympa dans la manière de communiquer. Donc ouais, j'aime bien bosser avec les marques américaines. Et puis souvent, le contact passe super bien parce que j'adore bosser avec des Américains. C'est très cool. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec une marque française et de regarder ce qu'ils faisaient, par exemple, aux US et de te dire, OK, là, il y a un vrai décalage entre ce que vous mettez dans vos emails et la culture américaine et c'est normal que ça fonctionne pas? Non, ça m'a jamais. Non, non, je suis jamais tombé sur un cas comme ça. Généralement, les clients avec qui j'ai bossé étaient plutôt bien positionnés sur le marché US. Par contre, dans mon job, quand je bossais en tant que consultant pour les marques françaises qui voulaient s'exporter aux États-Unis, alors là, il y avait de la cata, mais bon, ça après, c'était mon rôle aussi, moi, de les aider à s'adapter au marché et à bien comprendre comment est-ce qu'elles pouvaient s'implanter opérationnellement sur les US, quoi. Donc, une fois qu'on a mis en place la séquence de cross-sell et qu'elle est parfaite, on s'attarde maintenant sur la séquence de réachat, c'est ça? Ouais, exactement. Alors la séquence de réachat, ça c'est une séquence qui est hyper intéressante à avoir en place pour toutes les marques de consommables. Donc cosmétiques, compléments alimentaires, en gros tout ce qui a tout ce qui se consomme et puis qui doit être renouvelé régulièrement. Et ça, l'idée, ça va être d'aller déclencher des emails un tout petit peu en amont du moment où tu penses que les personnes vont réacheter. Donc par exemple, si en moyenne tes produits sont réachetés je sais pas, tous les 3 mois, tu vas aller déclencher ton email de réachat au bout de 2 mois et 3 semaines pour venir un tout petit peu anticiper la potentielle date de réachat. Et l'idée ici, c'est vraiment d'aller faire un petit reminder à ton audience, enfin à tes clients, pour leur dire voilà, normalement votre produit arrive à bout, n'hésitez pas à recommander sur notre site. Tu peux éventuellement à ce moment-là mettre en avant aussi quelques petits produits complémentaires à nouveau. T'as des marques parfois qui poussent, genre cette fois-ci, si vous en achetez deux, on vous offre 10% sur votre commande. Tu peux potentiellement ici aller utiliser quelques petits leviers marketing pour pouvoir susciter le réachat et pour aussi pouvoir potentiellement augmenter les paniers moyens. Ouais. Et toi, justement, tu recommandes dans ces séquences de réachat, même de cross-sell, d'aller pousser justement des offres commerciales, voire des promos, des réductions, etc. Ou justement, au contraire, il n'y a pas nécessairement à chaque fois besoin de tomber là-dedans? Bah, ça, c'est vraiment du cas par cas parce que ça dépend vraiment de la politique promotionnelle des marques. Moi, pour le coup,
j'ai pas de règles par rapport à ça. Je sais ce qui peut se faire et ce qui se fait pas. Mais tu vois, il y a certaines marques qui mettront de la promo de nulle part. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la dernière des choses qu'on va faire, d'aller mettre de la promo dans le réachat. Et par contre, tu as des marques qui sont ultra promotionnelles, qui t'en mettent à toutes les étapes. Dans ce cas-là, aucun problème pour aller pousser de la promo dans le réachat. Bien au contraire, on va utiliser cet outil, mais ça c'est vraiment propre aux marques. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que on peut parfois tomber dans le piège de OK, mais il faut peut-être que je mette un petit incentive pour vraiment donner envie à la personne. Mais de ce que je comprends, à une séquence de réachat, c'est surtout intervenir au bon moment, suggérer justement à la personne de repasser à l'action. Ouais, carrément. L'email, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cet enjeu, comme tu dis, d'être au bon endroit au bon moment. Ouais, Et c'est un peu tout l'enjeu de construire des séquences automatisées, en fait, c'est que tu as la chance de pouvoir aller déclencher des emails euh, à des moments spécifiques par rapport aux observations que tu fais sur ta cible. Tiens, je sais qu'ils vont racheter là, donc je vais leur déclencher un email à ce moment-là. Et en fait, grâce à la data, tu arrives à construire un parcours qui est plutôt optimal. Et du coup, le réachat a un rôle assez important à jouer à ce niveau-là. et là, justement, tu dois construire des listes qui vont être différentes en fonction des produits qui ont été achetés, ou est-ce que il vaut mieux pas partir dans des choses trop complexes? Je reprends par exemple l'exemple d'une marque de produits de beauté. Si j'achète le shampoing 1, peut-être que en moyenne, il est terminé au bout de 2 mois, mais si j'achète la crème B, j'ai besoin d'en acheter une que tous les 6 mois. Donc naturellement, je vais pas recevoir ma newsletter, pardon, ma newsletter, excuse-moi, j'espère que j'ai pas écorché ou dit quelque chose qui va te déplaire. On va peut-être reprendre l'exercice du début de l'échange pour pas confondre tous les termes. Mais justement, l'email automation que je vais recevoir à ce moment-là, je dois le recevoir au bout de 6 mois, mais est-ce que tu recommandes d'avoir des, des emails vraiment distincts en fonction du produit qui a été acheté, ou d'avoir une fréquence assez générique euh, pour tous les produits? C'est une super bonne question et là encore, ça va dépendre de la taille de ta marque, de la largeur de tes gammes, du temps moyen que tu observes aussi sur les différents types de produits. Généralement, quand c'est comme ça, que tu as plein de produits avec des dates de réachat différentes, ce qu'on va faire en premier, c'est aller voir ceux qui sont le plus réachetés, se préoccuper de cela dans un premier temps, et puis ensuite peut-être les autres faire quelque chose d'un peu plus générique, quitte à être un petit peu moins précis dans la fenêtre de tir, mais pour avoir quand même un rappel. Mais c'est vrai on peut pas viser juste partout, à moins d'avoir une équipe dédiée CRM qui s'occupe de la mise en place de ces emails. Mais faut faire du 80-20 dans ces cas-là, quoi. Aller chercher. Ouais, bien sûr, c'est mettre son énergie là où ça impacte vraiment les performances, et peut-être qu'on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être rester simple avant de chercher à vouloir complexifier la chose. Ouais, complètement. Top. Et si par exemple on a envoyé un email de réachat et qu'on observe que la personne n'a pas réacheté, qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est là qu'on tombe dans le win-back. Ok. Excellente transition. Très bien. Non, je pensais que tu allais me dire justement que bah, on va envoyer un autre email 15 jours plus tard, mais du coup, on rentre du coup maintenant dans des séquences plutôt win-back, c'est ça? Ouais, alors typiquement, dans la séquence de réachat, on va avoir deux emails. Un premier email qui va se déclencher, par exemple, 2 semaines avant la date de réachat et un deuxième qui va se déclencher 10 jours plus tard. Et puis ensuite, si la personne n'a pas réacheté, éventuellement, on va déclencher un troisième email pour lui faire un rappel. Mais bon, l'idée, c'est pas non plus d'être méga lourd ici. Et encore là, c'est une question de pression d'envoi. Mais après, en fait, l'idée, c'est d'aller justement créer une série de win-back, qui est la série de réactivation, dans laquelle on va aller envoyer du contenu aux personnes qui n'ont pas acheté depuis un certain temps, et en gros, qui sont potentiellement en train de churn, donc c'est-à-dire les personnes qui potentiellement ne vont plus réacheter chez toi, parce qu'il y a un temps trop long qui s'est écoulé depuis leur dernier achat. Et là, il y a plusieurs stratégies qui sont assez sympas à mettre en place avec cette série. Là encore, ça va dépendre de ton degré de promotion, mais généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher un premier email dans lequel on va mettre en avant les dernières nouveautés de la marque. Donc, on va dire à la personne: ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Il s'est passé pas mal de choses chez nous depuis votre dernière visite. Voilà ce qu'on a fait, nos nouveautés, comment la marque a évolué. En fait, l'idée, c'est d'essayer de faire revenir les personnes vers ta marque et de susciter un regain d'intérêt. Et, euh, et ensuite, tu vas pouvoir éventuellement aller pousser de la promotion à ces personnes-là pour les faire revenir, pour les faire réacheter.
Et là, tu vas aller, comme sur le panier abandonné ou la série de bienvenue, aller mettre en place, par exemple, des promotions avec des temps limités. Donc, pendant 8 jours, on vous offre 20% sur votre prochaine commande avec le code We Miss You. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça que tu peux mettre en place. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire revenir la personne sur ton site, de la faire réacheter. Et ça, généralement, c'est un flow dans lequel on va déclencher 2 à 3 emails sur une période de 2 à 3 semaines. Euh, Et est-ce que tu as de la data justement sur la capacité à ces emails de faire vraiment revenir des personnes qui étaient à deux doigts de ne plus jamais revenir? Est-ce que tu sais si c'est une personne sur 4, sur 3, sur 2? Malheureusement, c'est un peu plus faible que ça. On est plus sur du entre 1 et 2% de conversion avec ces emails. Euh, mais bon, après, ce qui reste quand même bien, parce que tu vois, t'imagines, t'en envoies 1000, ça te permet de récupérer 10 ou 20 clients. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, en termes de chiffre d'affaires, en fait, c'est un gros CA quand même. Ça peut représenter pas mal de revenus. Donc, non, c'est pas une personne sur 4, malheureusement. Ce serait trop beau, ça. Et s'il y a une marque qui le fait, qu'elle me contacte direct et qu'elle me montre l'email parce que je suis vraiment hyper intéressé. Ouais, bien Mais sûr. Mais comme on disait, même si c'est 1-2%, déjà sur 1000 clients, ça représente 10-20 commandes. Et surtout, c'est 10-20 commandes où on n'a pas eu besoin de payer de la publicité ou quoi que ce soit pour pouvoir aller les mhm. atteindre. C'est Ouais, complètement. c'est de la réacquisition gratuite, entre guillemets. Ouais, 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 complètement. C'est tout bénef. Une fois qu'on a réussi le win-back avec un acheteur, est-ce qu'il re-rentre dans un flow de séquences qui va être différent qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non, bah là, après, on l'oublie, hein. Il part aux oubliettes. Non, non, en fait, Ouais. bon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'avantage de ces flows-là, c'est qu'ils vont se déclencher à des moments T du parcours client, mais il faut pas oublier quand même qu'en parallèle, on a les campagnes qui sont envoyées régulièrement. Et en fait, après le winback, c'est les campagnes qui prennent le relais. Les personnes vont recevoir les news, les lancements produits normaux de la marque. Et puis, on espère qu'un jour, ils viendront réacheter. Mais disons que parfois, moi, j'ai des clients qui vont aller faire des campagnes de réactivation de personnes en se disant, tiens, je vais aller lancer une campagne winback sur les personnes qui n'ont pas acheté depuis 2 ans. Et tu tentes parfois des petites campagnes comme ça de réactivation sur des cibles. Mais en termes de flow, disons que la relation va s'arrêter ici. Parce que la timeline d'une séquence win-back, tu recommandes de l'envoyer après la période après laquelle on aurait dû avoir un réachat. Par exemple, j'ai pas acheté de crème et normalement j'aurais dû l'acheter au bout de 3 mois. Ou te dire non, on va leur laisser plus de temps que ça et le win-back, c'est que à partir de 1 an, par exemple. Bah là encore, ouais, ça va vachement dépendre des marques, mais par exemple, comme tu dis, une marque où il y a une régularité d'achat tous les 3 mois, tu peux te dire qu'au bout de 8 mois, tu vas aller envoyer un mail à cette personne, mais par exemple, pour une marque de mode euh, où les personnes vont acheter, je sais pas, tous les 6 mois ou même une fois par an, bah là, ça peut être au bout d'un an et demi que tu vas aller leur envoyer l'email de winback. Ça, c'est vraiment à regarder au cas par cas en fonction du cycle d'achat de la marque. Et puis justement, par rapport au win-back, tu parlais tout à l'heure des newsletters qu'on va pouvoir envoyer dès qu'on va avoir un lancement de produit, et aussi potentiellement les emails dont tu parlais au début de notre échange, euh, d'anniversaire, etc. Redis-moi le terme justement de ces séquences-là. Autre. Ok, c'est dans la catégorie C'est dans la autre. catégorie Tu autre. vois justement d'autres emails que tu recommandes d'envoyer en plus des anniversaires, je sais pas, pour Noël, enfin pour d'autres temps forts? Ouais, alors Noël, ça va être des campagnes parce que c'est vraiment un moment T, alors que l'anniversaire, tu vois, c'est en fonction d'une data que tu as dans, comment dire, dans Klaviyo. Ça peut être aussi l'anniversaire du premier achat. Tu as des marques qui font ça au bout de 1 an après le premier achat, joyeux anniversaire avec nous, qui vont aller célébrer ça. Tu as des marques qui peuvent aller. En fait, après, c'est ça qui est assez fou avec les emails, c'est que tu peux vraiment aller très loin dans la personnalisation. Tu vois, là, par exemple, je travaille avec une marque qui vend des diamants. Du coup, on essaie de collecter la date de mariage pour pouvoir déclencher un flow 6 mois en amont du mariage et accompagner la personne dans ses préparatifs. Donc là, typiquement, c'est vraiment hyper spécifique à la marque. Tu vois, il y a aucune autre marque qui peut faire ça, enfin, à moins de vendre des alliances. Mais du coup, c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que tu peux aussi aller travailler ton expérience de marque en fonction de data personnalisées que tu peux recevoir de la part de tes clients, quoi. Très bien. Ouais, et puis là, tu vas pouvoir renvoyer un email chaque année pour les noces de porcelaine, etc. N'oubliez pas. Exactement, ouais.
Non, mais c'est top. Mais c'est intéressant et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on essaie de donner un peu des règles, mais il n'y a aucune règle qui pourra s'appliquer à chaque marque. Chaque marque a des produits différents, a des structures différentes, une maturité aussi différente. Donc, c'est à chacun de construire sa propre stratégie sur Klaviyo. Mais c'est quand même super intéressant, je trouve, aujourd'hui, que tu puisses nous partager autant de valeurs et de bonnes pratiques sur toutes ces séquences-là. Ouais, carrément. Bah, je pense que là, ce qui est super, c'est qu'on a fait un beau tour d'horizon, tu vois, déjà de ce qu'une marque déjà ambitieuse peut mettre en place pour améliorer sa rétention et puis sa LTV. Et puis après, ce qu'on peut faire dans un second temps, c'est vraiment d'aller voir comment est-ce qu'on peut personnaliser l'expérience client. Mais ça, on pourrait passer des heures et des heures sur des cas d'études. Et puis moi, c'est ce qui me passionne vraiment dans les missions que je fais avec mes clients, c'est que chaque marque est spécifique. Et puis il y a ce côté un peu vraiment réfléchir à ce qu'on peut faire de personnalisé pour chaque cas, quoi. Et toi, tu as des exemples de cas clients où tu estimes que s'ils n'avaient pas mis en place ces séquences-là, ils auraient eu un manque à gagner de X milliers d'euros. Est-ce que tu as des chiffres un peu par rapport à ça? Alors des chiffres spécifiques, là non, je les ai pas forcément en tête, mais oui, toutes les marques qui font des gros chiffres d'affaires, comme je te disais tout à l'heure, peut-être à partir de 100 000 euros de CA par mois, peut-être à partir d'un demi-million, ça devient vraiment significatif. Bah, tu vois qu'à la fin de l'année, les flots post-achat, ça leur a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc quand même, c'est clairement un manque à gagner qui est important. Ouais, effectivement, si on n'a pas bien travaillé sa stratégie post-achat, avec toutes les séquences dont on vient de parler, c'est certainement qu'on est en train de perdre de l'argent, quoi. Ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est vraiment toute une question de taille et de proportion, mais enfin, je sais pas, tu vois, tu fais le calcul, mais 5%, on va dire, allez, les flots, ça représente en moyenne 20% du CA. Si les flots post-achat, ça représente 10% de 20%, du coup, on est à 2%. T'as un CA, je sais pas, qui fait par exemple 10 millions. 2% de 10 millions, ça te fait quoi, 200 000? Non. Mm, mm, Si, c'est ça? mm, Ouais, mm. 200 000. Bon, bah, potentiellement, tu vois, tu as 200 000 euros de CA qui peut être attribué à ton post-achat. C'est énorme. Ouais. Euh, donc, euh, donc, ouais, quand même, faut en prendre soin. Ouais, faut en prendre soin. Surtout, on le redit, mais envoyer une newsletter, c'est gratuit. Ouais, C'est-à-dire que c'est un manque à gagner sans avoir besoin de dépenser d'argent pour diffuser ce média-là. Donc, autant en profiter. Et puis, c'est aussi ce qui va derrière venir récompenser tous les autres efforts marketing parce que ça augmente la marge et donc ça peut libérer du budget pour aller travailler son acquisition de l'autre côté pour aller activer un nouvel levier ou mettre plus de budget sur Meta, sur Google, peu importe. Mais ça permet de créer un cercle vertueux et d'aller récompenser tous les efforts qu'on a mis en place pour aller acquérir un client, mais en tout cas mettre toutes les chances de son côté pour que derrière, il reste client le plus longtemps possible. ouais. Trop bien, top. Et tu vois, toi, comment, comment a évolué justement Klaviyo? Ça fait 4 ans que tu utilises Klaviyo, même plus. Enfin, tu as commencé en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui n'existaient pas avant et qui a, entre guillemets, changé ta vie de consultant spécialisé sur le sujet? Ouais, bah, c'est un outil qui évolue en permanence. Après, je t'avoue, la base et l'état d'esprit de l'outil a pas tant évolué que ça parce que t'avais déjà cette puissance d'automatisation, de collecte de la data entre Klaviyo et Shopify qui était déjà assez impressionnante. Mais ils ont beaucoup plus poussé l'aspect data et Klaviyo, ils ont vraiment cette ambition maintenant de devenir ce qu'on appelle une Customer Data Platform. Donc, c'est pas seulement de se limiter même à la stratégie mail marketing, mais c'est vraiment de devenir un outil de décision, prise de décision marketing en allant collecter toute la data que tu peux avoir sur ton Shopify, sur ta boutique en ligne, pour pouvoir ensuite prendre des décisions d'investissement, de type de message que tu vas envoyer. Donc de pouvoir fonctionner avec tous tes canaux d'acquisition et puis de communication. Et puis après, ils ont lancé le SMS aussi, qui est un nouvel outil qui est hyper intéressant, que les marques utilisent de plus en plus. Euh, que tu n'avais pas forcément il y a 4 ans, il était pas présent. Et puis après, les fonctionnalités sont pas mal améliorées au niveau de l'éditeur, au niveau de la manière dont tu peux programmer tes emails, au niveau de la complexité des flows que tu peux mettre en place. Donc il y a pas mal de petites nouveautés tous les mois. Ils sont très forts chez Klaviyo, franchement. C'est un outil hyper agréable à utiliser.
Trop bien. Ouais, régulièrement quand même, nous, on entend que nos clients, ils sont très contents d'avoir mis en place Klaviyo quand c'était pas le cas avant, ou en tout cas, ils savent que Klaviyo leur apporte une grosse partie de leur chiffre d'affaires. Donc, effectivement, il y a plein de ces sujets-là qui sont utiles aux marques. Il y a deux points sur lesquels que tu viens de dénoncer, sur lesquels j'ai envie de revenir. C'est le SMS et aussi la data. Et si on peut commencer par la data, est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment aujourd'hui Klaviyo utilise la data pour pouvoir aller aider les annonceurs à diffuser des newsletters aux bonnes personnes? Ouais, carrément. Bah alors, la data, c'est hyper vaste chez Klaviyo parce que tu as vraiment un nombre de data qui se synchronise entre la boutique en ligne et puis les différentes intégrations avec Klaviyo c'est colossal. Du coup, ça te permet de faire plein de segments hyper intéressants. Après, tu as un type de data moi, que je trouve intéressant en particulier et surtout par rapport à la problématique qu'on évoque aujourd'hui là, de la LTV et de la rétention. C'est tout ce qui va concerner la LTV justement. Klaviyo, ils ont un outil de data intelligence qui permet de calculer la lifetime value de tes clients. Et du coup, cette lifetime value, elle se décompose entre la lifetime value passée, donc ça, c'est ce que les personnes ont déjà dépensé dans ta marque, et la lifetime value prédite, donc ce que les personnes devraient dépenser dans le futur. Et en fait, à partir de cet outil, la lifetime value prédite, ce qui s'appelle predicted LTV dans Klaviyo, là, tu peux aller construire des segments de personnes qui ont une certaine LTV prédite dans ta marque et aller leur envoyer des communications spécifiques. Typiquement, un cas qui est hyper intéressant à mettre en place, c'est un segment de personnes qui auraient une LTV prédite inférieure, je sais pas, à 50 euros. Et ben, ces personnes-là, tu vas aller leur pousser un email qui va dire si vous dépensez plus de 100 euros, on vous offre, je sais pas, un tote bag, 10% de réduction, ce petit échantillon. Et en fait, du coup, toutes les personnes de ce pool que tu vas réussir à convertir avec un achat supérieur à 100 euros, ça veut dire que tu vas aller augmenter ta LTV client parce que c'est des personnes qui avaient une LTV prédite inférieure à X euros. Et du coup, c'est hyper intéressant pour augmenter la LTV de ta marque et notamment pour les marques qui sont en levée de fonds. Moi, j'ai souvent des demandes sur des problématiques. Comment est-ce qu'on peut augmenter la LTV? Ça, c'est un outil hyper intéressant pour aller mener des actions assez ciblées en fait et qui ont un ROI assez ouf. Et ça, je vois très peu de marques qui l'utilisent. Franchement, c'est dommage parce que Ouais, ouais, c'est tel que assez tu l'expliques redoutable. là, ça a l'air d'être vraiment super intéressant et ça fonctionne. Donc, j'ai acheté tel produit, j'ai tel âge, j'ai tel sexe, et donc généralement les gens qui rassemblent tous ces critères-là ont une LTV de temps. Donc, on prédit que je vais avoir une LTV de temps. Ça fonctionne à peu près comme ça ou je suis un peu à côté de la plaque? Alors, ils vont pas forcément prendre tous ces critères en compte. Ça reste quand même un outil qui est le mode de calcul, la transparence est pas totale là-dessus, mais ça va être en fonction de la répétition d'achat de tes clients, de l'ancienneté aussi de l'achat, et ça, ils ont un outil qui leur permet de calculer la TV. Après, c'est des modèles mathématiques. Je pourrais pas rentrer dans le détail parce que moi-même, je ne les connais pas bien, mais en tout cas, je sais que sur des grosses bases de données, c'est assez fiable. Et que ça vaut vraiment le coup du coup de se pencher sur le sujet et de faire Carrément. confiance à Klaviyo là-dessus. Ouais. Trop bien. Et donc, l'autre notion sur laquelle je voulais revenir, c'est le SMS. Hmm. Toi, tu recommandes de faire combien d'SMS pour combien d'emails, de faire uniquement de l'SMS ou que de l'email? Enfin, c'est quoi un peu tes conseils, tes bonnes pratiques par rapport à ça? Je pense que les meilleures stratégies de CRM, elles combinent et email et SMS parce que de plus en plus, l'SMS, c'est un levier qui est utilisé. Et pas que SMS, d'ailleurs, tu as WhatsApp aussi qui marche de plus en plus et qui est même un petit peu plus poussé que le SMS parce que tu peux aller mettre en place des automatisations et puis tu as vraiment comment dire, cette notion de conversation dans WhatsApp que tu n'as pas forcément dans le SMS et qui est hyper intéressante. Après, c'est pas pour toutes les marques parce que selon le positionnement des marques, elles vont pas forcément être à l'aise pour communiquer via ce canal de communication. Je pense aux marques de luxe par exemple. Elles sont assez frileuses par rapport à l'utilisation du SMS. Je pense que ça viendra beaucoup plus tard potentiellement. Mais en tout cas, ouais, les marques qui peuvent utiliser et email et SMS, pour moi, c'est vraiment un combo gagnant. Et après, pour répondre à ton autre question sur la proportion entre les deux, généralement, tu vas forcément avoir beaucoup plus d'emails que de SMS. Disons que les SMS, ça va vraiment être des messages que tu vas envoyer à des moments spécifiques, à une cible aussi spécifique, parce que c'est souvent avec une cible qui est beaucoup plus engagée. Tu vas utiliser le SMS de manière
un petit peu moins lourde que les emails parce que quand même, tu es un lien directement avec le téléphone portable de tes contacts. Mais moi, j'ai reçu effectivement, il y a pas longtemps, un message sur WhatsApp. Donc, j'ouvre mon WhatsApp, je vois le message, j'ai trouvé ça super bien fait. Il y avait une vidéo, etc. C'était interactif. Et je me dis, ah, effectivement, c'est un vrai levier. Je vois peu de marques miser dessus. En tout cas, je reçois peu de WhatsApp de cette manière-là. Donc, je me dis que c'est une vraie opportunité aussi pour les marques. Ouais, carrément. Ouais, je pense que les marques qui veulent travailler leur rétention et puis augmenter leur LTV, clairement utiliser des outils comme WhatsApp, comme le SMS, les programmes de fidélité, le parrainage, c'est vraiment des leviers hyper intéressants et dans lesquels les marques investissent là-dedans le regrettent pas. Et toi, justement, si tu devais me citer deux, trois ou plus de marques dont tu trouves qui sont très très forts sur Klaviyo ou en emailing d'une manière générale, tu me citerais lesquelles? Non, il y a une marque, et en plus on me la cite très souvent quand je demande, j'aime bien poser cette question à mes clients, quelles sont les newsletters que vous aimez bien? Et il y a la marque La Bonne Brosse qui revient très Ok. souvent, qui a vraiment une stratégie hyper complète. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est très bonne stratégie. J'aime bien aussi ce que fait Respire. Ça, c'est mes clients. C'est un beau projet sur lequel j'ai bossé où je les ai aidés à mettre en place et à faire toute la roadmap de leur stratégie email marketing. Bon, je les gère plus en day-to-day parce que c'est une agence qui a pris le relais. Mais je les ai aidés à vraiment construire toute leur strat. C'était hyper intéressant et ils ont quelque chose d'assez complet et vraiment qui couvre l'ensemble du parcours client. Euh, donc ces deux marques, je dirais en tout cas, Respire et La Bonne Brosse, je pense que c'est deux bons cas d'école. Donc, Respire, c'est toi qui a mis en place la stratégie. Et est-ce qu'il y a d'autres de tes clients comme ça où tu t'es dit, OK, l'avant-après Hugo Nicole, il est vraiment très important? Et si oui, ce serait lesquels de ces clients? Ouais, bah, il y a aussi la marque. Alors, Respire, je leur ai fait la roadmap. C'est pas moi qui ai mis en place les recos. Ça, c'est l'équipe qui s'en est chargée après. Puis, je sais que l'agence avec laquelle ils travaillent les ont aidés aussi à mettre en place les recos parce que souvent, les équipes, elles sont surchargées. Elles n'ont pas forcément le temps de tout mettre en place. Mais il y a Respire, ça a été assez significatif. Et puis, tu as aussi la marque Durance avec laquelle j'avais travaillé sur un audit de ce genre où ça les avait vraiment aidés à améliorer leur performance. Ils avaient vu un impact sur les résultats vraiment immédiat. Donc ça, c'est un autre bon exemple. Yanka aussi, c'est un bon exemple de marque avec qui on a mis en place toute une roadmap d'amélioration des flows et ça a eu aussi un impact significatif sur les résultats. Donc je pourrais en citer d'autres, mais il y en a, en tout cas, ça, c'est Ouais, trois belles marques avec lesquelles j'imagine que si tu as accompagné 60 marques depuis 2020, les 60 marques, il y a eu un impact fort. On l'a vu aujourd'hui. Je pense que dans tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui pourront écouter cet épisode et lister des choses qu'elles pourront faire dans la foulée de notre appel. Il y a Mm. certainement, comme on l'a vu aussi, un manque à gagner à ne pas le faire parce que ça coûte juste le temps, entre guillemets, de le faire et de bien le faire, mais ça coûte pas d'argent d'aller diffuser derrière ces newsletters. Et en Ouais. revanche, quand on continue de créer de la connexion avec ces clients qui nous ont fait confiance à un moment ou un autre et à vouloir écrire une aventure avec eux, c'est le bon moyen derrière d'aller continuer à générer du chiffre d'affaires en construisant des belles histoires. Ouais, carrément. Très bien. J'ai une dernière question pour toi, Hugo, une question que j'aime bien poser. Euh, Moi, je vais continuer à faire des entretiens comme celui qu'on a aujourd'hui. Et je serais curieux de savoir qui tu me recommanderais d'aller interviewer pour mon prochain entretien. Bah, typiquement, tu vois, on parlait de WhatsApp. Ouais, Je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'inviter Tiffaine Venet, qui est la fondatrice de Simio, ok, une boîte qui fait du, effectivement. qui fait du WhatsApp. Euh, Hyper intéressante, elle est experte sur le sujet, elle aura plein de choses à dire et plein de beaux cas clients, je pense, à partager. Donc, je pense que ça intéressera vachement l'audience aussi d'en savoir un peu plus sur ce canal de communication qui reste encore Ouais, assez opaque. Donc, ouais, c'est assez nouveau. Je pense qu'il y a quand même pas mal besoin d'éducation sur le sujet pour expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert.
Mais effectivement, c'est bien noté. Je vois de qui tu parles et je ne manquerai pas de la contacter pour pouvoir organiser un interview. Trop bien. J'ai hâte de l'écouter, cet épisode. Tu seras le premier au courant quand il sort. Ah, en avant-première. Et est-ce qu'il y a des endroits, un LinkedIn, une newsletter à laquelle on peut s'abonner pour obtenir tous tes meilleurs conseils? Ouais, carrément. Bah, il y a LinkedIn sur lequel je poste 3 fois par semaine des conseils sur l'email marketing et puis je partage aussi un petit peu ma vie de freelance. J'aime bien montrer les coulisses de la vie d'entrepreneur freelance. Je trouve ça assez cool et puis ça plaît bien. Et puis après, il y a ma newsletter mensuelle sur l'emailing que j'envoie une fois par mois à mon audience. Là, je suis à 1050 abonnés, donc c'est pas mal. C'est Trop cool. bien. Et peut-être que 1051e, ce sera toi qui es en train d'écouter. Donc on verra. Mais ouais, ma newsletter, elle est bien lue. Et puis j'y partage vraiment beaucoup de valeur tous les mois. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez vous y abonner. Je Il y a le lien sur mon profil LinkedIn. Je confirme, je suis abonné et elle est très intéressante. Bah, super en tout cas. Merci beaucoup Hugo d'avoir partagé autant de bons conseils et de bonnes pratiques. C'était un échange qui était vraiment très focus, très opérationnel. Donc, bah, on va pouvoir en ressortir avec des actions à mener directement à la suite de l'écoute de cet appel. Et c'était le but de cet échange, pardon. Et c'était le but justement de notre entretien d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir donné autant de valeur. Et puis, bah, je te dis à la prochaine. Ouais, ben merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'était un plaisir. Et puis Ouais, j'espère c'était que super intéressant. la valeur sera bien accueillie par tout le monde. Mais normalement, vous Ouais, avez de puis quoi faire n'hésitez pas maintenant. à les Pain sur la suivre, planche. à les suivre Hugo vraiment régulièrement sur son LinkedIn. Il y a des super conseils. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Top. Ben, Merci merci beaucoup en tout beaucoup, cas, Hugo. Thomas. Merci. Salut. Salut.